Non, mais je pensais par exemple, parce que tu as cité les positions kleiniennes, Oui. et puis il y a Ogden, donc un psychanalyste américain, qui a introduit une troisième position qu'il appelle autistique contigu. Voilà. Alors, une de mes questions, parce qu'évidemment, tout ce que tu as dit, c'est évidemment, il faut du temps pour arriver aussi à naviguer. Est-ce que, justement, le délire commencerait par la position schizoparanoïde, et que dans la position autistique contiguë, il n'y a pas de délire, vu qu'il y a une sorte de proximité directe avec, on peut dire, le réel. Enfin, pour Lacan, le réel, c'est une forme on est dans la psychose quand on est dans le réel. C'est-à-dire qu'on est dans la chose elle-même, et que donc elle n'est pas retravaillée à un niveau imaginaire ou symbolique. Et que donc l'autistique contigu serait dans cette proximité du réel où l'individu et le collectif, là, il ne peut plus dialoguer en quelque sorte, parce qu'il est au milieu du conflit, ou bien il est avant le conflit possible. Je ne sais pas si... Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire la position autistique, elle serait la base de toutes les autres positions. C'est le point de départ de toutes les autres positions. Et pour qu'il puisse avoir un délire, que le délire puisse exister, il faut pouvoir sortir de cette position autistique, n'est-ce pas, pour entrer dans une ébauche d'intersubjectivité. Tandis que dans la position autistique, il n'y a pas d'intersubjectivité. Oui, parce qu'il y a contiguïté entre l'individu et le social, si on veut. Il n'y a pas de différenciation. C'est d'ailleurs le point de vue de Freud que quand l'individu se met à délirer, il est déjà en train de commencer à répartir et reconstruire. Comment C'est le point de vue de Freud que quand le délire commence, on est déjà dans une phase de rétablissement. Oui. Il le met comme tentative de guérison déjà, Je suis désolée, moi, je pense que ma pension était plus flottante vers la fin de votre exposé. Et par rapport au cas de M, je pense avoir suivi le côté social, anthropologique, etc. Par contre, c'est moins clair pour moi l'aspect délirant. Est-ce que vous trouvez l'aspect délirant? Oui. Puisque c'est sur le thématique. Est-ce que vous pourriez expliciter davantage chez cette personne? Oui, c'est ça. C'était aussi ma question du début, c'était est-ce qu'on peut décrire ou extirper ou analyser même des questions de personnalité ou même de structure subjective à partir d'un cas sociologique. Ça veut dire, je n'oserais pas parler dans son cas de délire. Le délire, on ne peut le désigner que dans le cabinet de consultation, n'est-ce pas? C'est pour ça toute la difficulté. Ou dans certains cas, parfois très, très évidents, lorsque dans une description sociologique, on voit un individu qui se dit qu'un extraterrestre est entré dans son cerveau et a transformé son cerveau, etc. Ou l'écart entre la conception individuelle et collective, elle est tellement extraordinaire que même dans un récit littéraire, on peut le désigner comme délirant. Dans son cas, ce n'est pas clair du tout. Ça, c'est une question. Est-ce que vous pensez que, justement, on pourrait le désigner comme délirant? Moi, personnellement, je ne vois pas de... Certainement, il y a quelque chose d'extrêmement symptomatique, d'extraordinairement symptomatique. La construction du monde. Exactement. Dans mais est-ce que c'est lui-même, il parle de sa dépression, mais c'est déjà difficile à travers un cas, par exemple, de faire une conjecture quelconque sur un diagnostic, même s'il y a des éléments de personnalité qu'on pourrait désigner. Ce qu'on voit, c'est vraiment la construction du monde qui s'est faite de par les conditions sociales dans lesquelles il existe.
Mais on pourrait, par exemple, repérer des éléments mélancoliques chez lui, à travers cette description. Mais est-ce qu'il ne se définit pas le délire à partir des incongruités qu'on observe et qu'on interprète? Donc on délire aussi sur le délire, en quelque sorte. J'avais deux exemples comme ça. Enfin, l'un qui est public, c'était Unabomber aux États-Unis. Donc c'est cet universitaire qui faisait des textes extrêmement brillants sur l'écologie, sur la politique, et puis parallèlement envoyait des bombes à d'autres universitaires qui considéraient comme étant des destructeurs de la planète ou quelque chose comme ça. Et les policiers du FBI qui l'ont traqué ont dû d'une part un peu se mettre à sa place pour essayer de piger comment il fonctionnait, y compris notamment que c'était intellectuel, etc. Il ne pas savoir lequel. Et c'est finalement son écriture qu'il a, parce qu'on me dit il y a un facsimilé qui a été publié dans un journal américain, qui en fait a été reconnu par quelqu'un qui le connaissait, etc. Et qui l'a dénoncé au FBI. Parce que sinon, il aurait pu, ça a duré à peu près une dizaine, une quinzaine d'années, je crois. Il n'envoyait pas tout le temps des bombes. Et ce qui me frappait, c'était en lisant les textes qu'il a écrits, ils sont brillants, c'est vraiment c'est complètement sérieux, etc. Et puis en même temps, sa manière de lutter ou de travailler dans le sens de ses idées est assez délirant. De nouveau, c'est une interprétation. L'autre exemple que j'ai, c'est en observant depuis mon cabinet deux SDF qui avaient des comportements totalement différents. Un avait un caddie avec, en amassant des quantités de choses qu'on voyait plusieurs fois. Et l'autre, c'est une jeune femme qui disposait des petits tas, comme ça, d'affaires à différents endroits, comme si elle arrangeait une espèce d'appartement fictif au milieu de la rue, enfin, au milieu d'un espace comme ça. Et de nouveau, enfin, moi je vous disais, elle investit une sorte d'appartement imaginaire. C'est mon interprétation, c'est mon délire, en quelque sorte, sur son délire à elle. Oui. Ça me fait penser ça, une histoire que j'ai entendue d'un économiste, je ne sais pas, je ne l'ai pas repéré, qui a eu un prix Nobel et qui a été aussi hospitalisé dans un hôpital psychiatrique délirant. Et puis, il disait que la raison pour laquelle on l'a hospitalisé, c'est exactement la même raison pour laquelle il a eu le prix Nobel. Tout était la même origine. Maintenant, par exemple, ce cas que vous avez parlé, de celui qui a envoyé des bombes, justement, on voit l'aspect symptomatique, mais c'est difficile de parler de l'aspect délirant tant qu'on n'entre pas dans l'examen clinique proprement dit. On peut supposer, n'est-ce pas, que... Pour moi, c'est la question un peu comme ça, traditionnelle, entre le génie et la folie, de toute façon. Oui, ça c'est depuis l'Antiquité. Oui. Et puis, ce qui ferait la différence, en vous dites, bon, ça serait en consultation, mais à mon avis, on peut se permettre quand même de la psychanalyse appliquée, même en dehors du cabinet. Il faut juste qu'on ait le discours de la personne sur l'acte, pour qu'on puisse voir le genre de travail psychique qui est à l'œuvre. Et c'est ça qui fait la différence. Si le SDF, il peut raconter qu'est-ce qu'il fait, à partir de là, je pense qu'on est quand même légitime d'en parler, même hors psychothérapie. Ou s'il expliquait finalement pourquoi il met ces bombes, là on aurait finalement le matériel, on pourrait savoir finalement si c'est... on ne sait pas, par exemple, les anarchistes qui posaient des bombes aussi, ils n'étaient pas délirants. Enfin, c'est par rapport à son enfin, c'était pas je pense qu'il n'était pas délirant. Enfin, il y a une différence entre le mal et la maladie aussi.
Mais il faut le rapport à l'acte de la personne pour pouvoir interpréter. Et là, dans votre cas, je trouve qu'on en a quand même. Il dit quelque part. Il dit trop peu, puis du coup, je pense que ça laisse trop de marge à nos propres interprétations à nous. Mais il dit quand même des choses. Qu'il avait visiblement quelque chose de l'ordre des angoisses d'anéantissement, et puis que finalement, d'avoir une existence dans les journaux, ou de voir que concrètement, ces actes avaient une influence sur les autres, alors en les détruisant. Alors, est-ce que c'est son envie, l'envie qui détruit, pas pour reprendre ce que vous disiez sur Klein, on ne sait pas, mais on a quand même des bribes de ce qui donne quelque chose sur son rapport à son acte. Oui, tout à fait. Il donne tout plein d'éléments. C'est pour ça que j'ai choisi ce cas, parce qu'il ressemble parfois un peu à un cas clinique. Tout simplement, ce n'est pas fait par un clinicien, ce qui décale un peu toute la chose. Mais on pourrait l'interpréter cliniquement, quoi, comme je dis. Par contre, ce que vous disiez sur la question du génie et du fou, c'est justement ce que tu avais dit. La construction, elle pourrait être considérée comme délirante, entre guillemets. Et là, l'entre guillemets, il est fondamental. Parce que la construction théorique, elle est justement légitimée par l'institution, n'est-ce pas? Tandis que le délire proprement dit, il n'est pas légitimé. Et c'est toute cette frange-là d'imaginaire dans la réalité qui est la question qui m'intéresse. Quand est-ce qu'on dit, ça c'est du délire, ça non. Est-ce que justement, hasard ou pas hasard, les exemples que vous avez choisis, etc., c'est des individus avec un mouvement antisocial. Ouais. Enfin, c'est poser des bombes, c'est tuer des gens, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir pas quelque chose qu'on étiquette de délirant, mais qui est profondément constructif d'un point de vue social, ou bien est-ce que là, on verse nos génies? Oui. Enfin, est-ce qu'il y a des délires profondément sociaux? Oui. Alors, c'est pour ça. Dans l'après-coup, peut-être. Ouais. C'est pour ça que le cas d'Abraham, il est très intéressant, parce que c'est aussi un cas d'un individu, d'un problème, d'un symptôme antisocial, n'est-ce pas, et qui change radicalement, et qui entre dans la production, si on peut dire, légitime. Si je vous raconte un peu ce cas, ça va perdre toute la saveur de l'écrit de Karl Abraham, parce que c'est vraiment, et je vous suggère de lire, ça s'appelle Le Chevalier de l'Industrie, un cas clinique sur le Chevalier de l'Industrie. C'est le dernier écrit d'Abraham avant sa mort en 1924. Et puis c'est une expertise psychiatrique qu'il a fait en tant que médecin militaire d'un jeune, aussi d'un adolescent, qui commettait des vols, qui commettait des falsifications, qui ressemble beaucoup à cette histoire-là, qui avait une aspiration sociale énorme, une ambition très grande d'ascension sociale, aussi d'origine très, très pauvre, 8 enfants, etc., et qui a commis toute une série de petits falsifications, et qui a été chopé, et donc on demande à Abraham de faire l'expertise. Et donc c'est quelqu'un qui, peut-être au contraire, c'est ça qui m'intéresse dans ces deux cas, c'est de voir comme à partir d'un même fait, une même ressemblance sociale, ils ont des destins complètement différents. Déjà une personnalité complètement différente, parce que dans ce cas d'Abraham, il est extrêmement sympathique, il réussit à séduire tout le monde, de tous les genres, les âges, les types différents. Et à partir d'un certain moment, il les trompe. Il commence à avoir des bénéfices financiers à partir de ce moment de séduction. Et Abraham dit il est extrêmement doué,
C'est une vraie faculté qu'il a, un vrai don. Il ne va pas jusqu'à dire un vrai génie, mais en tout cas une faculté. Sauf pour échapper à la main de la justice. Parce qu'à un certain moment, il se fait choper et il va en prison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham a dû faire... Alors, Abraham, il commence l'expertise et il dit, bon, je vais faire son anamnèse, mais probablement, il va essayer de me tromper. Et il est étonné de voir que le jeune raconte la vérité, raconte tous ces petits larcins, tous ces petits trucs qu'il a fait et qui étaient attestés par des faits des autres personnes. Tout était vrai. Abraham réussissait à voir, à tester la réalité de ce qu'il avait dit. Par contre, il ne parlait pas beaucoup de sa vie personnelle. Il a fait sa prison, il est parti, et il a recommencé. Il a recommencé de façon plus importante, a commencé à falsifier une position militaire, il allait de ville en ville, il menait la grande vie, il se disait historien de l'art, il était très doué pour le dessin, il trouvait du boulot parfois comme dessinateur, il a commencé à brasser plus d'argent et finalement, de nouveau, prison, et quelques années plus tard, Abraham est appelé à faire de nouveau une expertise. Et là, parce que dans la première expertise, Abraham avait dit, on lui avait demandé quel est le pronostic, Abraham a dit, mauvais, il sera comme il a toujours été, toujours antisocial. Donc lorsqu'il est appelé à cette deuxième expertise, surprise, il voit qu'il a commis dans la répétition tout le temps jusqu'à 1919, et à partir de là, il est devenu un travailleur reconnu par ses pairs dans une industrie. Il avait un très bon poste, admiré, très bon travailleur, etc. Et il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Et là, dans l'entretien, dans le deuxième entretien, là, il voit que le jeune, il pouvait entrer dans les questions subjectives. Il pouvait entrer dans son histoire d'enfance, chose qu'il avait de la peine à dire, à raconter. Et il dit que c'était parce qu'il avait trouvé une position d'égal à égal, puisqu'il avait une bonne place dans l'industrie dans ce deuxième moment.